rencontrés et d'autres, c'est en cours et on en est très fiers. Il est maintenant temps de s'organiser. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lors de sa première conférence, Monsieur Branco vous avez sollicité à vous réunir. Et là, il viendra vous donner les prochaines étapes. À la suite de son intervention, vous aurez l'occasion de pouvoir prendre la parole et de vous présenter, d'échanger ou de poser des questions. Tout ça sur un délai de 2 minutes. Bonne conférence à vous. Bonsoir à tous. Je suis très content de reprendre attache avec vous après le moment qui nous a séparés. Je souhaitais avoir ce moment d'échange, d'une part pour vous entendre et avoir un retour sur ces premiers temps d'expérience, et d'autre part peut-être réfléchir et annoncer avec vous les prochaines étapes, notamment dans la perspective d'une montée en puissance du mouvement, alors qu'on atteint les chiffres qui ont été énoncés et qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire et à organiser. À cet égard, je voudrais peut-être dire rapidement, on a créé deux structures, les ruches blanches et noires, devraient apparaître maintenant sur le côté gauche du Discord, qui vont permettre de créer des soutiens, d'une part de type administratif et organisationnel, et d'autres en rapport aux événements et à l'aspect public de nos activités, où des personnes qui appartiennent à telle ou telle ruche pourront s'impliquer et proposer leur assistance et participer donc soit à l'organisation d'événements, soit à la structuration des mouvements à l'échelle locale ou nationale, et se prêter main forte même s'ils ne se sont pas encore rencontrés physiquement. Je voudrais vous dire aussi un mot pour finir sur les deux premiers déplacements qu'on a organisés grâce aux ruches de Pau et de Clermont-Ferrand, qui ont été absolument merveilleux. On a eu à peu près 200 personnes à chaque fois, avec un temps d'organisation extrêmement court, quelques jours à peine seulement, et les mobilisations de petites ruches, qui au départ n'étaient composées que de 4 personnes dans chacune de ces villes, et qui pourtant ont réussi à, voilà, en quelques jours, amener ce nombre important, et du coup faire se réunir et rencontrer des personnes qui ne s'étaient jamais connues, et qui, pour certaines, ne s'étaient jamais engagées. Et avec beaucoup d'anciens gilets jaunes, de personnes qui ont connu des expériences dans des mouvements sociaux, mais aussi des personnes qui viennent de tous horizons, y compris idéologiques et économiques, ce qui était fondamentalement important. De notre côté, on est en train de faire un immense travail d'intégration des centaines de propositions que vous nous avez faites remonter, et amendements par rapport au premier jet du programme qu'on avait proposé. C'est un travail magnifique, et je voudrais remercier tous ceux qui ont mis en place ce Discord, à commencer par Soufiane et ceux qui depuis s'en occupent, parce que ils sont en train de permettre de faire émerger une véritable dynamique collective. Donc j'ai pris le temps évidemment de toutes les lire, de les intégrer, et on est dans une phase d'agglomération et de mise en cohérence pour vous reproposer une nouvelle structure programmatique, en ayant évidemment éliminé tout ce qui n'allait pas et qui faisait l'unanimité contre, et avec de nouvelles propositions. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, il faudra qu'on discute de la façon dont on les mettrait en œuvre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui serait de l'ordre du référendum? Qu'est-ce qui appartiendrait au débat législatif? Et ainsi de suite. Donc, on rentre dans une dynamique qui est de préparation à une prise de pouvoir, quelle qu'en soit la forme définitivement. Et il faut qu'on ait conscience qu'il va falloir un grand travail et aussi une grande préparation. Et il faut absolument que ceux qui se sentent capables de contribuer d'une façon ou d'une autre à ce travail, qui soit important, qui se signalent et qui nous fassent savoir à quelle échelle ils souhaiteraient le faire, que ce soit local ou national, et pour nous permettre d'arriver non seulement en position de rendre le pouvoir à la France et aux Français et sa souveraineté, ce qui est fondamental, avec des mesures qui seront adoptées si jamais nous arrivions en position de décider immédiatement, que ce soit le RIC et des mandats impératifs et revocatoires, et des référendums sur un certain nombre de questions fondamentales comme l'Union européenne, l'OTAN et ainsi de suite, mais aussi derrière être en mesure de protéger la France face aux offensives étrangères majeures qui chercheront à tenter de nous déstabiliser, évidemment de l'intérieur également. Donc il faut qu'on trouve le bon équilibre à ce niveau-là, et toute contribution à cet égard sera fondamentale. Nous, on a commencé ce travail de mon côté en mobilisant un certain nombre d'énergie et d'initiatives, ce qui m'a permis d'échanger avec le philosophe du Kremlin, Alexander Dugin, il y a quelques jours. On a mis la vidéo sur YouTube en ligne.
Et il va falloir absolument qu'on se saisisse tous de la situation et des contenus qu'on va vous proposer pour pouvoir les faire circuler et nous faire des retours sur ce que vous en pensez. On va faire face à un barrage médiatique très important dans un pays qui est immense, dont on ne s'en rend pas forcément compte quand on est de simples citoyens. Et moi, j'ai mis très longtemps à m'en rendre compte à partir des Gilets jaunes, en allant de rond-point en rond-point. 67 millions de personnes, c'est très difficile de les toucher sans des moyens de concentration de l'attention comme les médias mainstream. Et donc, il va falloir qu'on soit très proactif. Et ma responsabilité, c'est de vous donner les moyens d'y arriver pour pouvoir déclencher cette rupture. Donc voilà, ça, c'est un élément vraiment fondamental. J'espère vraiment que vous avez conscience des enjeux historiques dans lesquels on est plongé. On est passé pas loin d'une déflagration continentale et j'étais très inquiet des événements géopolitiques ces dernières semaines et ces derniers mois. Nous sommes sur le point de l'éviter, mais la situation de la position française en sort très fragilisée et il va falloir qu'on soit très très attentif, très très attentif à ce qui arrive et à notre capacité à nous montrer en capacité face à des acteurs comme Donald Trump, comme Xi Jinping, comme Narendra Modi ou comme Vladimir Poutine, à préserver ce que notre peuple a su féconder au cours des siècles. Voilà. Je vous laisse la parole. On s'était dit que l'idéal, et on va le faire respecter de façon rigoureuse, c'est qu'il y ait des prises de parole d'un maximum de 2 minutes 30 s'il y a vraiment un point essentiel et original qui est abordé. Si on peut faire plus court, ce serait idéal parce que ça permettra d'entendre un maximum de personnes parmi vous. Alors, je vous incite vraiment à nous faire part de tout élément à propos de la démarche que l'on est en train de mener et qui pourrait nous être utile et qui pourrait nous permettre de corriger les erreurs ou insuffisances que l'on est en train d'appliquer. Donc, je laisse Ina maintenant distribuer la parole. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous entendre de façon successive et peut-être si je vois au bout d'un certain nombre d'interventions qu'il faut qu'on fasse un point intermédiaire, on le fait. Et sinon, je ne répondrai qu'à la fin. Voilà, merci beaucoup. Alors, vous pouvez prendre la parole. Vous avez un icône en bas à droite de votre écran, c'est une petite main. Donc, vous cliquez dessus et moi, je vais pouvoir vous distribuer la parole. Je lance le chronomètre et dès qu'il vous reste 30 secondes, je vous le fais savoir pour que vous puissiez finir votre propos. Je viens de distribuer la parole. Vous pouvez accepter et ouvrir votre micro. Bonsoir, Takou. Bonsoir, merci pour la prise de parole qui m'est offerte. Je voulais aborder le point autour de la question monétaire avec la monnaie libre et cet outil démocratique qui existe depuis 2017 et qui permet en fait une réorganisation politique, sociale, économique et culturelle avec une monnaie qui est créée à égalité entre les êtres humains et sans dette, sans le devoir, dès qu'on crée de la monnaie, de devoir la rembourser et en plus de payer des intérêts. Moi, je suis autour de la ruche 66 et je propose cet outil qui permet d'avoir en fait quelque chose de concret autour des réunions et qui permet d'utiliser une façon de faire des échanges à la fois transparents et aussi avec une égalité qui est la création de la monétaire via un revenu universel qui s'appelle dividende universel. Et je serais intéressé de savoir si Juan Branco avait pu s'intéresser à cet outil qui est la monnaie libre G1, et s'il avait pu percevoir en fait l'importance, le changement de paradigme qu'impliquait cet outil. Mais en plus, la bonne nouvelle, c'est que cet outil est existant et en plus est international et permet non pas de lutter contre le système, mais de proposer, de mettre de l'énergie sur quelque chose d'alternatif et de permettre de résoudre en fait toutes les nuisances qu'on vit à Faudrait travers la conclure. dans le libre. Eh bien, je conclus. Voilà, c'était mes interrogations. Est-ce que ça fait partie, est-ce que c'est Juan Branco
compatible cette notion de monnaie libre avec une création monétaire à égalité. Et voilà, je l'invite à regarder, à s'intéresser autour de cet objet. Merci beaucoup, Taku. Monsieur Branco, du coup, je continue à prendre des questions et après, vous réagissez. Je prends la réponse pour un oui, j'ai pas pu entendre. Je distribue encore la parole. Je vous laisse descendre, Taku. Pardon, j'ai pas entendu, vous me redonnez la parole? Non, je disais, je vous laisse descendre. Bonsoir, Benoît, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir, bonsoir Ina. Tu peux me tutoyer, hein. Bonsoir tout le monde, bonsoir Juan. Benoît, 45 ans, de Gironde, Ruche 33, activiste indépendant pour la souveraineté populaire. Je profite de l'occasion pour demander à Juan directement sur les ateliers constituants. Est-ce que ça intéresserait les ruches que l'on développe un petit peu ces choses-là pour l'émancipation, travailler ensemble collectivement en intelligence collective, l'émancipation populaire. On continue à le faire dans le 33. Demain, on a un atelier d'ailleurs. L'objectif, en fait, c'est de grandir en compétences, de s'instruire, s'auto-instruire nous-mêmes, entre nous-mêmes. C'était pour savoir si ça intéressait les ruches de développer un petit peu ces choses-là, que ce soit en présentiel grâce au tissage qui est en train de se faire entre différentes ruches ou en ligne. Et aussi savoir pourquoi on travaille là-dessus. C'est la question juste avant de la monnaie, par exemple, c'est un pouvoir. À travailler et prendre la maîtrise de la Constitution, c'est cadrer l'ensemble des pouvoirs, le pouvoir monétaire, le pouvoir médiatique, le pouvoir éducatif, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, bien entendu, même si c'est une autorité. Et le pouvoir militaire, diplomatique, dans un contexte international qui est compliqué, même si pour l'instant, j'ai l'impression qu'on va gagner du temps. Donc, c'est travailler ensemble à l'élaboration de ce programme. Est-ce qu'il y aurait peut-être une possibilité de développer une intelligence collective au sein des ruches qui va faire évoluer le programme de Juan Branco? Voilà. Oui, le pouvoir numérique aussi est très important. On travaille aussi dessus. Merci beaucoup, Benoît. Je te laisse descendre. Bonsoir. Bonsoir, Baptiste. Je, je suis très content de passer. Je m'attendais pas à passer aussi vite. Je voulais simplement poser une question. Je ne suis pas énormément investi dans la ruche de ma région parce qu'elle n'est pas particulièrement développée. Mais je voulais poser une question sur la régulation des réseaux sociaux. Savoir ce qui était proposé par les ruches de manière générale, parce que c'est en train de devenir un gros problème. J'apprends rien à personne. Et de ce qu'il est encore possible de faire pour arrêter ça, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Je te laisse descendre. À toi, Nima. Bonsoir tout le monde, merci pour l'intervention. Du coup, pour compléter le propos à travailler avec Lara Heger et Roman Liberton ainsi que les MCP, donc je vois que les MCP sont là, qui est une très bonne chose. Est-ce qu'on va continuer dans cette dynamique en tant que ruche, maxi ruche, nous développer avec d'autres coalitions citoyennes, par exemple pour la coalition citoyenne qui se forme et qui est déjà formée, quels sont les types de rapprochements qui vont être possibles sur le plan idéologique? Est-ce que ce sera efficace rapidement? Parce que je pense qu'il faut s'y prendre tôt. Si on veut des présidentielles, il nous faudra des signatures. Si on veut des signatures, il nous faudra des maires. Les maires vont changer en 2026, donc il faut structurer l'ensemble, à mon sens. Et de fait, je suis très curieux de savoir quel type de rapprochement, je tiens à insister, vous êtes prêt à opérer dans le cadre de ce mouvement. Voilà, je vous remercie, je laisse la parole.
À vous, Abeille, vous pouvez ouvrir votre micro. Je vous laisse descendre. Merci. Abeille, votre micro est fermé. Je vous laisse l'ouvrir. Voilà. Oui, bonjour, excusez-moi. Merci de prendre ma parole. Bonjour Arwan. J'ai consulté un bouquin qui s'appelle Mission de la France, qui est écrit par un personnage après la défaite de 1870. Et ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est qu'il décrit une situation de la France après la défaite qui est absolument identique à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, du coup, vu que le livre est touffu et assez important, j'en ai fait une version qui s'appelle Extraordinaire Mission de la France, que j'ai envoyée à Rouen dès la parution, et qui propose comme élément, on va dire, principal, le rétablissement des États généraux, parce que c'est un outil pour essentiellement faire en sorte que les citoyens aient une parole dans leurs différents secteurs d'activité et qu'elle soit vraiment en lien avec les exigences concrètes que les nécessités de la vie font surgir, voilà, au niveau individuel et collectif. Voilà, donc je m'arrêterai là, mais je voulais savoir si Juan l'avait reçu et si dans le cas contraire, je suis prêt évidemment à le lui renvoyer. Merci beaucoup. Merci. Miel, votre micro est fermé. Oui, bonsoir. Si vous m'entendez faiblement, je vous invite à augmenter un peu le volume du micro. Ça va, vous m'entendez? On vous entend. Super. Donc on a eu un projet de faire un film en fait. C'est-à-dire l'idée c'est vraiment d'éduquer les gens, d'éveiller les consciences. Et l'idée c'est tout se passe dans un immeuble. Donc l'idée initiale ne vient pas de moi. C'est Robisme, je le cite. Donc il y a eu cette idée. Moi je l'ai développé, donc ça se passe dans un immeuble et il y a une famille qui décide de prendre de gérer en fait tous les besoins de l'immeuble, et donc c'est une métaphore donc avec notre société évidemment, et l'idée c'est que chaque personnage soit vraiment distinct et puisse être joué par plusieurs personnes, même si c'est pas les mêmes acteurs. Voilà, donc c'est un projet donc le scénario est déjà écrit, on est une toute petite équipe à commencer à travailler dessus. Pour l'instant, bon, j'ai beaucoup travaillé seul, mais voilà, donc je voulais le diffuser un peu en large écoute, de façon à ce qu'il y ait le maximum de gens qui s'intègrent au projet, et parce que je pense que cette approche est vraiment extrêmement Il faut importante pour conclure, s'il arriver vous plaît. à fédérer, voilà, pour arriver à fédérer le maximum de gens et à ce que les gens prennent conscience de notre mouvement. Merci pour votre question. Je vous laisse redescendre. Apiculteur, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir Aina. Bonsoir. Bonsoir staff. Bonsoir Monsieur Branco. Ma question sera courte, simple. Je souhaite juste savoir en fait ce qui pousse humainement et personnellement Monsieur Branco à se jeter corps et âme dans ces combats qu'il a pu mener, et d'où vient cette notion de défendre son semblable à chaque fois qu'il est confronté à ce genre de choses. Voilà, j'aurais fini avec mes questions. Merci bien. Merci. Est-ce que vous souhaitez répondre aux questions, Monsieur Branco, ou on continue à en prendre? On peut continuer à en prendre et j'essaierai de faire un retour dans ça. D'accord. Bonsoir, vous êtes absent. Bonsoir à tous, bonsoir Ina, bonsoir Juan Branco. Merci de me laisser prendre la parole. J'ai deux petites questions en fait, puisque aujourd'hui on est dans un contexte où on se prépare avec effectivement, comme l'a dit justement Anima, les municipales l'année prochaine, donc convaincre les maires de pouvoir porter le projet de Monsieur Branco.
pour pouvoir ensuite accéder au présidentiel en 2027. Quel serait le plan B dans deux projections différentes? La première serait une présidentielle anticipée, la deuxième serait si le système en place fait bien plus que nous invisibiliser. Quelles seraient les réponses qu'on pourrait apporter en termes d'action, de mouvement, que ce soit grève ou autre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de se faire entendre? Voilà. Merci beaucoup. Wilson, je vous laisse prendre la parole. Votre micro est fermé. Vous nous entendez? Florent, je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour. Je voulais savoir quelle était la position du mouvement et de Monsieur Juan Branco par rapport à la pénalisation de l'usage des stupéfiants en termes de santé publique, légalisation du cannabis, dépénalisation de l'usage. Quels sont les modèles qui sont intéressants, sachant que Juan Branco a été mis à mal par cette politique de prohibition des stupéfiants avec son histoire de compromat, de viol et de la maline, etc. Là. Et voilà, j'aurais aimé avoir son avis là-dessus, sur la politique actuelle du gouvernement et qu'est-ce qu'il pense des processus de légalisation à l'étranger. Merci. Je vous laisse descendre. Merci beaucoup. J'en profite entre-temps en vous remerciant pour ces questions. N'hésitez pas aussi à nous faire des remarques. S'il y a des choses dont vous pensez qu'il serait important qu'on soit informé, que ce soit à quelque niveau que ce soit, et peut-être à commencer par le mouvement lui-même. Il ne faut pas hésiter non plus, évidemment, tout en restant aussi bref que possible pour qu'on puisse donner la parole à autant de personnes que possible. Merci beaucoup. Hydropotion, je vous laisse prendre la parole. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok. Je vais essayer de faire court. Ce Discord, de par sa nature, attire des gens vraiment très différents et ça remue pas mal de choses et ça fait des clans qui se frappent front contre front. L'une des choses qui m'a le plus touché, c'est que faire quand on se retrouve avec des personnes, euh, on va dire un peu prosaïquement, d'en bas, qui veulent niveler vers le bas des personnes qui seraient d'expérience et de compétences au nom d'une démocratie complètement horizontale où chaque voix se vale, peu importe les compétences et les expériences. Et à l'inverse, des personnes voilà, donc érudites, connaissances, expériences, etc., qui, de par leur attitude qui des fois peut être justement un peu vexante et frustrante pour les gens qui comprendraient pas et voilà. Et donc ça fait voilà, ces deux choses qui sont assez frustrantes. Et au-delà de la frustration personnelle, ça peut aussi vraiment euh, être corrosif pour le mouvement, aussi bien sur Discord que dans la vie réelle. Voilà, merci. Merci pour votre question, je vous laisse descendre. Wilson, c'est à Oui, vous. bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, moi, je voulais aborder le thème du pouvoir. Voilà, parce qu'en fait, c'est un mot assez ambivalent, dans le sens où il est à la fois positif dans le pouvoir, ça dit ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire, mais ça dit également la domination. Et voilà, je voulais savoir ce qu'en pense Monsieur Branco, à savoir que dans tout ce qui est pouvoir politique tel qu'on connaît, tel qu'on l'expérimente, il y a cette idée où le peuple finalement n'a pas accès au pouvoir. C'est pas quelque chose qui peut être distributif, qui peut se distribuer sur l'ensemble de la population, sachant que par nature, en fait, c'est une domination, le pouvoir politique. Donc, il y a à la fois une forme de désir ou de non-désir plutôt de la part du peuple du pouvoir et une étrangeité aussi du pouvoir pour le peuple. Et donc, dire qu'on voudrait rendre le pouvoir au peuple,
ça devient assez compliqué quand on n'a pas bien défini le pouvoir et quand surtout le peuple lui-même n'en veut pas de par la nature même du pouvoir. Donc, c'est une discussion un peu philosophique, mais je pense que ça a son intérêt. Voilà, je vous remercie. Merci pour votre question. Abeille, Rose. Oui, Non, la louve bonsoir, vous jaune. m'entendez? Bonsoir, on vous entend très bien. Mon vrai nom, c'est la louve jaune. Juan me connaît très bien. Voilà, moi j'ai une question, c'est j'essaye de recruter de nouvelles abeilles. Je suis dans le Tarn maintenant et j'ai face à mes recrutements une réponse laconique. Oh, il veut être président, ça va être encore, ça va disperser les voix. Donc je voulais savoir s'il y avait des mots simples pour expliquer réellement ce que Juan Branco veut faire et qui veut pas être président. J'ai beau leur dire ça, ils me croient pas. Donc, je voudrais arriver à convaincre les gens avec quelque chose d'un peu plus simpliste. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, dans l'ordre verbal, je vous laisse prendre la parole, puis après, ça sera à Bagavant. D'accord. Bonjour, merci beaucoup. Du coup, ma question, c'était sur la question de la gouvernance numérique. Alors, avec Ina, j'avais essayé un peu d'organiser une conférence, mais là, je suis un peu dépassé par le travail perso. Donc, si quelqu'un veut prendre un peu le lead sur l'organisation, ça m'aiderait. Mais du coup, la question, vous parliez tout à l'heure, Monsieur Branco, du programme et de comment vous avez récupéré tout ce qu'on avait fait remonter. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser des plateformes telles que Police ou d'autres plateformes comme ça qui permettent de faire comment dire de regrouper, enfin de voir quelles sont les idées communes que tout le monde partage et de voir le consensus. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, le consensus. Et donc c'était une question sur ces outils-là du numérique de démocratie. Voilà ma question. Merci beaucoup, bonne soirée. Bagavant, c'est à vous. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, nickel. Je vais parler en mon nom, mais je pense au nom de la majorité silencieuse du Discord. On est beaucoup sur le Discord, je pense à être un petit peu endormi ou à juste pas être là, parce que a priori, je pense qu'on est un peu déçu du fait que on tourne un peu en rond, on discute les uns avec les autres, mais ça va pas très loin. Et je pense que si on est venu sur le Discord, c'est parce qu'on a envie un peu de s'engager et d'aller à l'action, et qu'on manque de directives de la part de Juan. Et c'est peut-être pas le moment, mais je pense que c'est ce qu'on attend pour vraiment pouvoir passer à la suite. Voilà. Très bonne question. Merci beaucoup. Je vous laisse descendre. Votre micro est fermé, Wilcat. Bonsoir à tous, bonsoir Juan. Bonsoir. J'ai une question que je pose là directement puisqu'on se l'est posée à la ruche. On souhaiterait contacter des maires qui n'ont pas d'étiquette, mais on ne connaît pas la formalisation pour obtenir leur voix. Est-ce que c'est un engagement oral, une promesse, ou est-ce qu'on peut faire signer un document pour qu'il nous manifeste son engagement pour une candidature de Juan Branco? Et la deuxième question, c'est on souhaiterait faire des affiches dans notre ruche et des autocollants. Est-ce qu'on peut poser ces documents? Alors, soit on peut les donner par des tracts de main à main, mais est-ce qu'on peut les coller dans la rue et où? Est-ce qu'on a le droit de coller ça n'importe où? Merci beaucoup pour votre question. Je vous laisse descendre. Je vous en prie. Je vous laisse prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir Mathias, ruche Isère, Grenoble. Moi j'avais une question, bon je vais faire vite parce que ça a peu été abordé déjà, mais j'aurais besoin de clarté sur est-ce qu'à un moment il y a des échéances sur lesquelles on va avoir une définition du mouvement plus claire ou d'un programme plus défini sur les grandes lignes au moins, parce que là on est invité à communiquer, voilà, à propager un peu le message que ce mouvement se forme, mais sans pouvoir non plus le définir ou l'expliquer, parce que j'ai l'impression qu'il y a autant de visions que de membres pour l'instant quasiment. Donc voilà, c'est ma question. Merci beaucoup. Je vous laisse descendre.
Oula, alors on a eu plein de personnes en même temps. Alors, Id Art, je vous laisse ouvrir votre micro. Accepté. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Super. Bonjour à vous, Monsieur Branco. Grande émotion et grand honneur de pouvoir vous parler en direct. Bonjour à toute la ruche. Grâce à l'acte 3 des Gilets jaunes, transformé et bouleversé ma vie de militant. Ça fait depuis 20 ans que je pense que ce changement est inexorable et arrivera quoi qu'il arrive. Grâce à ce moment où j'étais au milieu des manifestants à Paris et que la France se soulevait, est néanmoins un sentiment profond, évidemment, d'impuissance et d'envie de pouvoir le partager avec d'autres personnes. Depuis, j'étudie vos écrits, j'étudie vos livres. J'ai en face de moi Comment fabriquer une guillotine, qui m'inspire énormément et qui me donne envie d'avancer tous les jours. Merci à vous pour cette Bible. J'aimerais savoir si, comme question claire et concrète, vous avez d'autres références à partager sur les stratégies de terrain pour les manifestants, pour les personnes qui aiment être, on va dire, qui aiment battre le pavé. Il y aura la branche politique, il y aura aussi dans votre livre, vous avez dit la branche insurrectionnelle. Moi, j'aime le terrain, j'aime être sur les lieux, j'aime être au contact directement avec les manifestants et faire partie de ce corps. Avez-vous des possibilités de rencontre entre personnes qui aiment, on va dire, agir? Et est-ce que vous avez aussi un avis sur Monsieur Popovitch qui a appris comment faire tomber un dictateur quand on est tout petit, sans argent et sans armes? Voilà mes 3 questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On entend votre enthousiasme dans votre voix. Je vous laisse descendre. Grave. Descends. Je sais pas comment faire pour descendre. Ou alors vous pouvez couper votre micro. Id Art, j'ai vu que vous avez essayé d'ouvrir votre micro. Est-ce que c'est bon cette fois-ci? Oui, ça y est. Parfait. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, ouais, c'était plus une question un petit peu pratique. Par rapport au programme, l'idée est de réduire une partie des échelons administratifs dans l'organisation en fait de l'État lui-même, et dans l'optique où on pourrait aller à la rencontre des gens via des enfin dans l'optique où on irait rencontrer des gens, comment est-ce qu'on pourrait leur expliquer la différence qu'il y aurait dans l'organisation de l'État entre l'organisation actuelle et l'organisation que vous souhaiteriez mettre en place justement au niveau pour réduire en fait la distance entre l'État et l'autorité et les citoyens. Voilà. J'espère avoir été clair. Très clair. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous Au laisse revoir. descendre. Au revoir. Pantral, vous pouvez ouvrir votre micro. Merci beaucoup pour ce temps d'écoute. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît? Merci beaucoup pour ce temps d'écoute que vous prenez, Monsieur Branco. Donc ma question, c'est après avoir vu l'émergence de ce mouvement, on a vu donc plus de 9000 personnes rejoindre un Discord en un mois, et puis un mois plus tard, au final, on n'a pas beaucoup plus grossi. Donc on sent peut-être un essoufflement, en tout cas, dans ce lancement de ce mouvement. La question est comment grossir plus vite? Est-ce que vous envisagez de faire un appel peut-être plus frontal à rejoindre ce Discord dans les différentes interviews que vous réalisez? Et est-ce que vous prévoyez de faire d'autres collaborations peut-être en ligne avec d'autres, de vous rapprocher d'autres créateurs de contenu pour justement diffuser un peu plus le mouvement qu'on est en train de créer? Merci. Merci pour votre question. Je vous laisse couper votre micro. Auréa, vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Juan Branco. J'avais une question un peu plus générale et une question un peu plus sur du point de vue idéologique.
voire presque philosophique, parce que je voyais de nombreuses fois dans des interviews Monsieur Juan Branco parler de vérité et du coup de ce rapprochement qu'il faisait, qu'il avait à la vérité. Et je me demandais justement qu'est-ce qu'il voulait dire par là, qu'est-ce que pour lui était justement ce concept de vérité, le fait voilà de vouloir montrer la vérité, la réalité de ce qui se passe en France, de ce qui se passe actuellement de manière générale dans le monde, ou voilà. C'était c'était plus par rapport à une question plus philosophique ou idéologique. Voilà. Merci beaucoup pour votre question. Je vous laisse redescendre. Le Gréco-belge, vous pouvez ouvrir votre micro. Ah, il est déjà ouvert, pardon. Bonsoir. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Donc, du coup, 2 points. Le premier, c'est que moi, je suis ancien développeur et je pense il y aurait moyen quand même de structurer un peu plus toutes les idées qui sont dans ce Discord. Et je sais pas, enfin, j'ai pas les compétences pour savoir de A à Z ce qu'il est bien de faire. Mais par exemple, des petits groupes de travail tirés au sort avec peut-être, vous voyez, à la fin du petit groupe, ils doivent rendre un dossier sur le sujet, documenté, etc. Et peut-être qu'après, tout le monde peut consulter ces dossiers, voter pour celui qu'il aime le plus, etc. Enfin, des modes d'organisation, quoi, à réfléchir. Moi, je serais prêt à m'investir dans ça, mais j'ai du mal à trouver ma place sur le Discord au sein des développeurs qui avaient déjà des projets et tout ça. Et la deuxième, c'est si tous les humains se valent, je pense que l'ensemble enfin, toutes les connaissances ne se valent pas, tous les savoirs ne se vaut pas. Et il y en a qui passent beaucoup de temps à réfléchir sur des travaux. Moi, par exemple, je suis passionné de l'éthique du vivant. En ce moment, je suis en train de lire une thèse sur la théorie politique qui théorise la. Je vais y arriver. Ça s'appelle Théorie politique des droits civils des animaux. Et je serais intéressé par synthétiser ce dossier éventuellement pour que d'autres personnes puissent synthétiser le livre qui fait 700 pages, il faut avoir envie de se le manger quand même, pour des personnes qui réfléchiraient ensuite sur ce sujet. Et je pense qu'une plateforme en ligne, voilà, comme j'ai décrit, pourrait aussi permettre ce genre de ressources peut-être. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous laisse du coup couper votre micro et redescendre. Et je vous laisse prendre la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir tout le monde. Moi, Bonsoir. j'ai une question mais qui est importante, mais même si elle est peut-être un peu tôt, bon, en envisageant 2027, moi j'ai l'impression que Juan, tu pourrais mobiliser les prolos et ça c'est sûr, même les abstentionnistes, je pense, dans moi je fais partie, donc pour que je sois là, c'est que je crois à ta proposition, en tout cas à ta démarche, mais j'ai une grande inquiétude et c'est ma question. Comment tu vas te faufiler, entre Le Pen et JLM? Parce que je vois pas où tu pourrais grignoter. Parce que le bloc bourgeois, je crois que ça va être compliqué et puis tu es archi diabolisé. Du coup, est-ce que tu as une stratégie? J'aimerais bien t'entendre sur, te projeter un peu, faisant de la fiction, on va dire qu'on est dans la dernière ligne droite, 1 an avant et c'est quoi ta stratégie pour grappiller sur JLM ou la fille du capitaine Crochet quoi, alias Marine Le Pen? Voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse descendre. Jonathan, je vous laisse prendre la parole. Bonsoir, merci pour l'orga du temps et pour toute l'énergie que vous donnez. J'avais une question, mais qui peut regrouper les questions qui ont été posées, 2 questions qui ont été posées plus tôt sur les outils et l'organisation. Quand je suis arrivé sur le Discord, j'ai eu pas mal de difficultés à essayer de rejoindre tout ce qui avait été déjà dit comme échange, quoi, tout ce qui a été mis en place comme échange, à y voir clair, à essayer de comprendre. Et je voulais proposer un outil qui s'appelle Kialo, qui je crois est gratuit et qui permet d'avoir une visualisation des questions, des consensus, des avis, une manière d'ordonner clairement et visuellement le débat. Donc, je vous invite à y regarder si ça vous dit. Et la mise en place est assez simple. Voilà pour moi. Et aussi un petit appel pour savoir si des personnes seraient chaudes de créer une ruche Pays Basque. Oui, Voilà, non, merci arrête de beaucoup. pâlir, regarde-moi. Allô? Merci. Question toute bête. Bonjour monsieur Branco. Alors dans l'ordre, il y avait Je voulais savoir si
Bundao. votre programme. Vous pouvez ouvrir votre micro. Désolé si j'ai écorché votre J'ai vu qu'il y prénom. avait des corrélations. Bundao, c'est-à-dire la petite en place. Wolof. Bonjour, bonjour Ina, bonjour Juan Branco, bonjour tout le monde. Merci pour cet espace de parole et pour ce mouvement qui se met en place. Et je l'entends et moi je le ressens aussi. Peut-être pas assez rapide sur le terrain pour les gens entre nos attentes, la motivation et la mise en action qui est parfois compliquée. Donc moi j'avais deux questions. La première, savoir est-ce qu'il y aura des rassemblements plus concrets, je pense notamment avec des gens comme Étienne Chouard ou de Villepin ou d'autres personnes pour que le mouvement s'élargisse et prenne de l'ampleur plus rapidement pour que nous, sur le terrain, ce soit aussi plus facile d'aller rameuter d'autres abeilles et développer les ruches un peu plus vite. Parce que pour le coup, moi, je reviens du Sénégal, j'ai une binationalité franco-sénégalaise et j'ai vu le mouvement qui s'est passé. Et je vous remercie pour le soutien qui a pu être fait. Aujourd'hui, ce qui a pu se passer au Sénégal, c'est ce qui m'a redonné envie de croire à une société citoyenne. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis derrière ce mouvement. Donc voilà, j'avais cette question. Est-ce que il y aura rapidement un engagement plus concret avec des équipes, des gens, d'autres penseurs, d'autres politiques, pour vraiment bouger le mouvement plus efficacement pour nous après sur le terrain? C'était ma première question. Ma deuxième question, elle est plus personnelle. Aujourd'hui, j'attaque en justice Vivendi Sport, Fernand Lopez. Je sors du milieu du sport où j'ai connu la corruption à tous les domaines institutionnels, franco, sénégalais, je dis français parce que je l'ai connu au Krebs, à la Fédé française. Je l'ai vu par ailleurs et j'ai tenté de vous contacter en privé. Aujourd'hui, je suis vraiment dans une complication face à ça et très seule. Donc voilà, je voulais savoir aussi s'il y avait la possibilité de pouvoir en discuter avec vous plus tard et d'avoir le soutien aussi de la ruche dans ce mouvement, parce que je pense que le milieu de la politique sportive, c'est le même que le milieu de la politique tout court et c'est aussi un accès facile à des gros pourris. Donc voilà, je voulais savoir si au-delà de s'engager dans le mouvement, on pouvait être vraiment aussi de la pensée à l'action. Voilà, c'était mes questions. Je vous remercie. Désolée pour le temps. Non, je vous en prie, Bundao. Beaucoup de courage et je vous laisse descendre. Bonne soirée. Au pays qui vous a inspiré, c'est tout. Tartam, c'est à vous. Vous pouvez ouvrir votre micro. Enfin bref. Tartam, vous pouvez ouvrir votre micro. Kevin, 28. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre... Bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Merci. Bonsoir à tous. Merci pour me donner l'occasion de prendre la parole. 3 questions, 3 points. Le premier, quel conseil donnerait Juan Branco à des personnes qui, dans leur localité, s'entraînent ou tentent à exercer une responsabilité sur des postes équivalents préfet ou équivalent de préfet? Voilà, dans quel domaine se renseigner plus particulièrement ou accumuler des données. Le deuxième, mon deuxième point, c'est sur la partie comptabilité dont parlait Juan Branco. Je trouve cette idée intéressante et je pense être en capacité d'aider à ce sujet-là. Je voulais savoir plus particulièrement ce qui avait été mis en œuvre à ce jour et comment est-ce que est envisagé le futur autour de ce sujet. Et le troisième point, je suis un peu sur Twitter et je vois que Anna Soral taquine un peu Juan Branco. J'aime bien personnellement les deux personnages et voilà, je voulais avoir son avis sur ces interactions. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vous laisse descendre. Tartam, vous pouvez prendre la parole et puis ça sera Jack après. On ne vous entend pas. Jack, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Jack, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Ça ne marche pas. Bon, je vous laisse du coup, Monsieur Branco, pouvoir répondre aux questions.
Bon, avant tout, merci beaucoup pour ces très nombreuses et très complémentaires interventions. Ça me fait plaisir de vous entendre, de sentir que vous êtes là et que vous êtes en attente aussi d'un certain nombre de réponses sur une situation qui en effet, mérite d'être éclaircie. Alors, je vais essayer un peu de vous prendre de façon pas linéaire, mais de donner un peu un regard d'ensemble qui permette d'englober un maximum des interrogations dont vous m'avez fait part. Je pense que la première et la plus importante, c'est d'avoir conscience que on a structuré ce mouvement comme une avant-garde. C'est-à-dire que notre fonction, elle est à la fois d'éveil et de préparation des esprits, mais aussi d'ouverture du chemin pour un changement politique en France, sous quelque forme que ce soit. Et ça permet de répondre à la personne qui m'a interrogé sur la réponse à offrir à ceux qui disent «Oh, mais il veut être président» et ainsi de suite, qui consiste à dire «Non, on veut avant tout produire une rupture radicale dans ce pays» et on a établi un plan de travail et un plan d'attaque qu'aucune autre force politique n'a mis en œuvre et qui permettrait sans aucune forme d'attente à J+1 de produire immédiatement des référendums qui offriraient à la population la capacité de reprendre son destin en main. Ce qui n'implique pas qu'on fasse en permanence de la politique. Ça, c'est une réponse que j'ai à donner à une autre question qui m'a été posée. Le fait de pouvoir décider, je vous donne un exemple très clair. L'un des éléments de frustration très importants des Gilets jaunes, ça a été évidemment, peut-être comme démarreur, la taxe carburant. Mais il y avait aussi en fond la tentative de privatisation de l'aéroport de Paris et de la Française des Jeux par le pouvoir d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire de spoliation à notre égard. D'autres initiatives dans d'autres domaines, comme la tentative d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, ce qui aurait impliqué de facto le lancement d'une guerre avec une puissance nucléaire, la Russie, ou de déclencher une guerre contre le Niger, donc l'un des pays les plus pauvres au monde, montrent l'urgence et la nécessité qu'on se dote d'instruments qui nous permettent à tout moment d'arrêter net nos dirigeants politiques qui s'emporteraient dans des décisions complètement délirantes qui nous mettraient en danger, soit notre souveraineté économique, soit évidemment notre vie tout simplement et la possibilité pour nous et pour nos enfants de vivre en paix. Donc pour cela, il est fondamental qu'on provoque cette rupture. Alors on est né, je pense ici tous collectivement, à partir d'un mouvement de rejet très important du fonctionnement oligarchique, et à partir de là, une volonté de penser une alternative, mais aussi de ne pas se soumettre à ces contraintes. Or, la dynamique de 2027 nous soumet aux contraintes du système médiatique et oligarchique français. Elle nous soumet à une invisibilité relative qui peut générer des formes de fatigue, désespoir ou juste irritation et impatience de votre part. Estimons-nous heureux et particulièrement fiers d'avoir réussi sans aucune forme de médiatisation quelconque et dans un contexte extraordinairement hostile et écrasant à avoir réuni 10 000 personnes. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit autant et je ne m'attendais pas à ce que le nombre soit exponentiel dans les mois qui suivraient, pour une raison très simple. Je comptais beaucoup sur cet effet initial de blast parce que je sais comment fonctionne la capacité à se faire connaître dans ces systèmes. C'est ce qui fait qu'on s'est rencontrés entre nous et évidemment à se politiser dans un pays qui reste fondamentalement favorisé dans le système économique mondial, le système productiviste, et qui tire beaucoup de dividendes du fait de faire partie du système monde qu'a généré les États-Unis depuis un certain nombre de décennies. J'essaie de faire plus clair, c'est très simple. Il y a beaucoup de personnes qui ne ressentent pas le besoin et la nécessité de se mettre en mouvement politiquement en France. Et qui, quand elles le font, n'osent pas et préfèrent se perdre, que ce soit dans la consommation de stupéfiants, dans l'abrutissement télévisuel et ainsi de suite. Et donc, cela pourrait nous sembler désespérant. Et cela nous a semblé désespérant ces dernières années parce qu'on était seul, parce qu'on n'appartenait à aucune structure. La réalité, c'est il y a toujours un miroir aux situations qui nous semblent dévastatrices. Et ça, c'est une leçon de vie de façon générale qu'il faut s'appliquer. Ce que l'on perçoit comme quelque chose d'écrasant est souvent le reflet d'autre chose. Et en l'occurrence, c'est la fragilité générale des forces politiques auxquelles on s'attaque. On est dans un système politique où on a un État extraordinairement fort et qui peut sembler impossible à subvertir. Pendant les Gilets jaunes, on avait beau être des centaines de milliers de personnes, eh bien, en face de nous, on avait des
force armée qui était plus puissante que nous. Et donc, ce qu'on voit là peut nous donner une impression désespérante, de se dire mais on n'y arrivera jamais. Mais la réalité, comme le raconte Emmanuel Macron lui-même, qui décrit son accession au pouvoir comme étant un cambriolage, les forces politiques qui sont derrière cet État, auxquelles obéit cet État, sont extraordinairement fragiles. Nous avons 2 fois plus de membres sur ce Discord que le parti qui aujourd'hui gouverne la France n'a d'adhérents. Nous avons aujourd'hui 2 fois plus de membres que Renaissance. Nous avons à peine la moitié de membres que la France insoumise avait de militants en 2022, avec un candidat qui a fait 20% des voix. Nous avons aujourd'hui un Discord qui est plus puissant et fait jeu égal, plus puissant que celui du Rassemblement national et fait jeu égal avec celui de la France insoumise. Essayez de regarder dans quelles conditions on s'est lancé et le miracle que cela constitue. Alors oui, on a fait n'importe quoi. Il y a 1000 choses extraordinairement bêtes qui ont été faites, c'est-à-dire par exemple changer les départements de là où elles étaient au sein du Discord, je veux dire, et les faire sortir de la page de gauche, recréer des régions alors qu'on veut abolir les régions. Le Discord lui-même n'est pas très clair, il est en soi un instrument qui n'est pas utile pour beaucoup de personnes qui ne sont pas tech-savvy, comme diraient nos amis anglo-saxons, qui n'ont pas la maîtrise de ces instruments. Très bien. Mais, malgré tout cela, on en est arrivé à un pic de 20 réunions hebdomadaires de ruches. Et quand vous me demandez quelles sont les perspectives qu'il faut mettre en œuvre, c'est avant tout favoriser les rencontres, avant tout territorialiser, avant tout s'organiser à l'échelle la plus locale possible, avant tout, et c'est ce que j'ai essayé de vous donner comme exemple à travers les conférences que l'on a organisées à Pau et à Clermont-Ferrand. Même lorsque vous êtes 4, 3 ou 2, ça peut suffire à organiser un événement qui, à son tour, va amener un certain nombre d'autres personnes à s'intéresser et à s'engager. Alors, quels sont nos objectifs et nos méthodes? Ils sont très simples. Le premier, c'est territorialiser, c'est la rencontre physique, c'est-à-dire annoncer une rencontre, obtenir des relais. Et j'ai une vraie difficulté là depuis quelques semaines. Peu de choses me remontent du Discord. Peu de choses, j'avais régulièrement des comptes rendus de réunions, j'avais réunion des productions de même et ainsi de suite. Et j'ai l'impression que certaines personnes au sein de ce Discord se sont pris d'une tare humaine bien connue qui consiste à essayer de prendre du pouvoir. Dès qu'on voit une organisation, c'est-à-dire à s'attribuer des postes, c'est-à-dire à essayer de créer des structures de contrôle. Et la spontanéité extraordinaire qui était accompagnait la dynamique initiale s'est éteinte. Et de moins en moins de choses me remontent, de moins en moins d'initiatives sont prises. Et là, il faut qu'on fasse notre révolution culturelle, pour paraphraser ce cher Mao. Il faut qu'on coupe les têtes de tous ceux qui sont ici dans l'idée d'obtenir une rétribution symbolique. Ce n'est pas notre objectif. On a un peuple à sauver. On a un destin à construire collectivement. Et on a du coup une fonction. Et on doit rechercher quelle doit être notre fonction dans ce devenir et dans ce destin. Et je remercie toutes les questions qui consistent à me dire maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est ça que je veux entendre. C'est pas est-ce que je peux devenir directeur de ci, etc. Est-ce que je peux être référent? Non, non, non. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est très simple. C'est tout d'abord, à travers l'organisation de ces réunions, y compris avec le risque de se retrouver seul et ainsi de suite, c'est tout de suite d'embrayer sur l'organisation d'une rencontre avec moi. C'est-à-dire me faire venir. Parce que quand je viens sur un territoire, tout d'un coup, ça donne un objectif. Le premier, c'est de bien organiser la rencontre. Donc ça apprend à se connaître entre nous. Ça nous permet d'apprendre à nous connaître. D'écarter ceux qui sont là, mais qui n'ont pas envie de travailler, et ainsi de suite, parce qu'il y a une pression importante. Il y a une pression quant à l'organisation logistique, quant au fait de bien communiquer, quant au fait d'obtenir suffisamment de personnes. Et il y a aussi un résultat. Le résultat, c'est tout d'un coup 200 personnes qui ne se connaissaient pas, qui se rencontrent, qui se regardent, qui se hument, qui ont différents âges, différentes opinions, différentes identités, qui ont parfois des parcours complètement contraires ou opposés, et qui tout d'un coup se disent « Ah tiens, toi je t'aime bien. Tiens, ça c'est intéressant, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui avait une humanité, un regard sur les choses, une sensibilité qui n'est pas la mienne. » Donc ça peut être un objectif premier. Un objectif un peu plus large, c'est la récolte des parrainages.
La récolte des parrainages, non pas tant dans l'objectif d'obtenir des signatures immédiatement, parce que ça me permet de répondre à une des questions qui m'avait été posée. Les signatures d'aujourd'hui ne valent rien, si ce n'est l'engagement moral de nos maires. Elles ne valent rien pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il va y avoir des municipales en 2026. Donc la moitié des maires vont sauter. Deuxièmement, parce que de toute façon, les formulaires qui permettent de recueillir les parrainages ne sont envoyés que dans les 3 semaines, en gros, avant l'élection présidentielle. Et c'est à ce moment-là seulement qu'il va y avoir un engagement définitif de la part de ceux qui sont censés nous permettre de nous soutenir. Mais, et c'est là où c'est important, commencer dès maintenant la démarche permet de montrer qu'on ne sera pas dans une dynamique opportuniste de dernier moment. Commencer maintenant la démarche, ça permet d'avoir une prise d'attache avec des gens qui sont conscients des réalités du territoire dans tous les domaines, y compris dans des domaines économiques, agricoles, et ainsi de suite, qu'on ne connaissait pas. Prendre attache avec ces personnes, c'est commencer à nouer un lien de confiance qui nous permettra peut-être d'avoir une influence au moment de ces élections. Et enfin, prendre attache avec ces personnes, c'est peut-être aussi gagner dès à présent un soutien qui nous permettra d'organiser des événements et de commencer à structurer de façon un peu plus large cette dynamique. Et donc, vous avez besoin de 12 outils pour ça. Vous avez besoin d'une lettre signée de ma part que je vous adresse et qui puisse être donnée à l'ensemble des maires de votre département ou de votre sous-préfecture et ainsi de suite. Et vous avez besoin d'un programme actualisé à travers le travail que vous avez fait, qu'on est en train de synthétiser et qu'on va mettre en page dans la foulée. Et ça, c'est extraordinairement important parce que c'est là aussi où on va se démarquer des autres. On ne va pas leur dire « faites confiance à une personne ». On va leur dire « appuyez un mouvement qui est en train d'essayer de changer le devenir de ce peuple, de ce pays et de cette société. Et on a besoin de vous pour produire cette bascule historique et pour démontrer qu'il est possible, face au barrage des élites parisiennes, de provoquer cette bascule. » Donc, on a cette dynamique-là qui va nous permettre ensuite, justement, d'engendrer par la connexion, par le lien, plus d'interaction. Ensuite, ce qu'il faut aussi, c'est qu'on réfléchisse ensemble à la préparation d'un événement qui nous permette de nous rencontrer tous. Et pour ça, on a besoin de 2 éléments. On a besoin tout d'abord de trouver un lieu qui soit relativement accessible et qui nous permette de nous voir suffisamment nombreux. On a besoin, à côté de ça, de se choisir des référents à qui les ruches souhaiteraient déléguer leur parole, afin de pouvoir ensuite en discuter à travers un fonctionnement comme ça, par distribution successive des attentions. Et puis après, qu'ils puissent en retour raconter ce qui s'était passé, ceux qui sont rencontrés, ainsi de suite. Enfin, on va avoir besoin de fonds. Parce que, et c'est le centre d'une démarche qui refuse toute forme de corruption, on n'arrive pas avec des financements étrangers, russes, sénégalais, libyens, qu'importe, et on ne va pas aller courir les chefs de notre peuple actuel, c'est-à-dire les oligarques ou même les élites économiques parisiennes qui n'attendent que ça, c'est-à-dire qu'on commence à organiser des dîners, à leur demander un peu d'argent, bref, inverser le rapport de force entre le politique et l'économique. C'est ce contre quoi on se bat. Et donc pour ça, il faut qu'on génère une dynamique aussi horizontale, transparente, à travers des appels de dons, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, en réalité. On a besoin d'argent pour couvrir les déplacements, on a besoin d'argent pour pouvoir louer des salles et pour pouvoir imprimer du matériel à l'égard de chacun d'entre nous. Et si jamais par un miracle quelconque on commence à en avoir plus, eh bien là on pourra recruter des personnes qui pourront à Paris essayer de faire ce travail que pour l'instant on fait tous bénévolement. Mais ce n'est pas notre objectif encore à ce stade, de très loin, et on réfléchira à ça si nécessaire. Et donc cela passe par la création d'une association qui soit capable de recevoir ces dons, l'ouverture d'un compte bancaire et ainsi de suite. C'est des démarches qu'on essaie d'entamer depuis quelques semaines dans un contexte qui, vous le savez, est très agressif et avec très peu de moyens. Parce qu'on fait tous ça, tous ceux qui sont ici, parce qu'on croit en quelque chose. Et moi, parmi vous, en fait. Moi, parmi vous. Et je vais avoir beaucoup plus besoin de vous que vous pourrez en demander de moi. Le gros du travail, qui consistait à essayer de concentrer des propositions qui fassent consensus au sein de ce peuple sombre que les médias ne veulent pas entendre, qui consistait à construire une notoriété et qui m'a amené de façon
honnêtement, quelque part sacrificielle, à me retrouver, y compris sur les plateaux de Hanouna, à accepter que ma vie soit complètement détruite, y compris dans son intimité, pour, à un moment donné, défendre, protéger et porter des idées. Cette dynamique-là, maintenant, il vous appartient en responsabilité de la répercuter. La dynamique qui m'a amené à passer le plus clair de mon temps ces dernières années, non seulement à défendre des gens gratuitement, mais à écrire et publier 15 ouvrages, dont une grande partie sont en libre accès, qui donnent à la fois des explications sur le comment, sur le pourquoi, et sur ce qu'il y aurait à faire pour changer la situation existante et pour provoquer une bascule. Il doit y avoir maintenant un travail d'appropriation et de distribution de ce savoir. Comment fabriquer une guillotine, et j'étais très ému par l'intervenant qui en a parlé, est un manuel d'organisation avec un chapitre sur la méthode, un autre sur la surveillance, un autre sur le programme et un autre sur les modalités d'action qu'on pourrait mettre en œuvre. Ce manuel, il doit circuler, il doit être partagé. J'ai partagé la partie programmatique. Il doit être piraté si vous pensez qu'il faut le faire de cette façon. Il doit autrement être acheté par les ruches qui pourraient se cotiser et qui pourront demander à tel ou tel de le lire et de l'absorber et non seulement de le régurgiter, mais de façon beaucoup plus intéressante, en proposer une lecture critique, se l'approprier et le mettre en œuvre. Il y a une nécessité donc de prendre cette vague et de s'en saisir par nous-mêmes, parce que sinon, on reproduit ce qui va nous amener à la faillite. Si on reste sur cette dynamique verticalisante, c'est-à-dire à la fois exiger en permanence que tout soit horizontal, qu'on ait dans le droit de participer à tout, de tout savoir, et de prendre toutes les décisions de façon collective, mais qu'en même temps, il n'y a pas d'engagement équivalent. Ça me permet de répondre à ceux qui me posaient la question de la valeur de la compétence, à laquelle je confronterai aussi la valeur de l'engagement. Parce que être compétent ne suffit pas. Et être compétent, parfois, n'est pas une valeur en soi, parce que la compétence s'inscrit toujours dans un cadre idéologique, dans ce qu'on appelle une superstructure. La compétence en soi, elle n'a de valeur que si elle a une orientation. Et il y a des personnes qui ont une expérience existentielle qui peut sembler complètement inutile pour nous, parce qu'ils ont été artisans, ferronniers, parce qu'ils ont été agriculteurs, bergers, et qui vont pouvoir en fait mettre en balance la compétence technique extraordinaire qui peut sembler essentielle à l'instant T, pour créer cette plateforme, pour faire du montage, pour faire de l'amélioration son, mais qui, sans cette direction-là, eh bien, ne pourrait aller nulle part. La question de la hiérarchisation, elle doit avant tout se poser par rapport à l'engagement. Celui qui fait doit être entendu, vu, et je peux vous dire qu'on a lu avec beaucoup d'attention les comptes rendus que vous nous transmettiez des réunions, pour une raison très simple en fait. Ils nous permettent de voir qui fait quoi, et qui est qui. Et donc à partir de là, commencer à échanger et travailler avec ces personnes. Il faut avoir conscience que on n'est pas à ce stade, et peut-être qu'on ne le sera jamais, dans une organisation verticale. Autour de moi, il y a des personnes qui sont engagées bénévolement au sein de mon cabinet pour aider des personnes et qui nous filent un coup de main, mais il n'y a pas de personnes qui travaillent au sein de cette organisation. Donc vous êtes tous égaux et personne n'a de privilèges les uns sur les autres. Par contre, de la même façon qu'il n'y a pas de hiérarchie préexistante, toute ruche a son organisation à partir de fonctions. Et il faut absolument qu'on se distribue les tâches et les missions selon les compétences, sans que ce soit exclusif les uns des autres. Quelqu'un pourra toujours tenter de faire mieux, mais de façon transparente, pour justement permettre à chacun de s'en saisir. Sur la question du collage et des distributions, c'est non seulement important, mais il faut se sentir d'autant plus libre à ce stade que justement rien n'est organisé. On a à peu près tous les droits. Moi, j'ai beaucoup parlé de la possibilité des tags et ainsi de suite. On est dans un moment où personne n'est responsable de rien, quelque part, vous voyez, parce qu'on n'a pas décidé encore de créer, comme les partis politiques, un bureau, etc. Quand ça viendra, il faudra évidemment commencer à se structurer de façon plus sérieuse. Mais de façon générale, nous sommes dans un rapport de transgression au système existant. On ne veut pas leur ressembler. Si on commence à coller des affiches comme tous les autres partis politiques, et si on se contente de faire ça, on est foutu. On est foutu parce qu'ils ont des millions d'euros pour faire ça, pour en imprimer, pour payer des gens. Je vous donne un exemple que je raconte souvent. Quand j'ai affronté Bardella aux élections législatives de 2017, on avait fait le même score à peu près, il payait tous les matins des Roms pour coller ses affiches dans la circonscription, parce qu'il n'avait pas de militants.
Et ça a marché. Ça lui a permis justement de rattraper une partie de son retard. On est face à des puissances qui vont tricher. Et donc nous, pour rester dans la vérité, ce qui permet aussi d'adresser un des points qui avait été abordé, il faut qu'on soit dans la transgression à l'égard de ce système. Je suis sur le point de perdre ma robe parce que j'ai refusé de plier, parce que j'ai refusé de me compromettre face à un ordre qui m'incitait à rentrer dans le système corruptif, qui m'incitait à faire un pas de côté au détriment de certains clients, dans le but de me réintégrer dans leur ordre. Eh bien nous, il faut qu'on ait cette fermeté. Et quand on parle de rigueur et de vérité, on parle avant tout de ce rapport à soi-même, qui consiste à savoir dire non, qui consiste à ne pas accepter de ne plus être soi, y compris sur des dimensions minimes, parce que l'on pourrait en tirer de l'intérêt. Cela consiste à ne pas sacrifier l'intérêt général, notre regard sur le bien commun, parce qu'on est en train de nous menacer. Cette force-là, elle va nous distinguer de tous les mouvements qui ont été mentionnés. Et quant à la question de la réunion, de l'union et de la dispersion de façon générale, il n'y a pas de dispersion à un moment où personne ne sait s'il va y avoir des élections, quand elles vont avoir lieu et qui s'y présentera. Ça, c'est le premier point. Il n'y a pas de dispersion quand notre démarche consiste à défendre des idées, à défendre un peuple et à défendre au sein de ce peuple des parties constituantes de ce peuple qui ont pris des risques vitaux sans que personne ne vienne se porter à leur chevet. Nous devons avoir la fermeté de nos idéaux et aussi du parcours qui nous a menés là où nous sommes. Personne ne peut se comparer à nous en France. Personne. Certainement pas ceux qui nous dirigent, certainement pas ceux qui prétendent être l'opposition à ceux qui nous dirigent, et qui tous participent et vivent d'un système dont ils vont prétendre plus ou moins, à différents degrés, avoir été contre lui ou le combattre actuellement. Ce n'est pas vrai. Nous sommes les seuls aujourd'hui à avoir une organisation suffisamment importante. Comme je vous le dis, nous sommes en un mois arrivés à la moitié du nombre de personnes qui ont suffi une force politique, à une force politique pour arriver au second tour et pour ensuite avoir un groupe de députés particulièrement conséquent. Donc il ne faut pas s'angoisser à ce niveau-là. Et par contre, il faut être œcuménique. Il ne faut à aucun moment rentrer dans une forme de suffisance ou d'arrogance qui consisterait à se croire supérieur ou à ne pas avoir besoin de l'autre. Ça, c'est fondamental parce que là aussi, c'est ce qui va nous distinguer d'eux. Vous imaginez bien le regard halluciné que m'a présenté la journaliste du Monde qui voulait faire mon portrait et dont 2 mois après, on attend toujours des nouvelles parce que je pense qu'elle était traumatisée de l'écart entre ce qui lui était dit, de ce que nous étions et de ce qui était. Le regard halluciné et les questions incrédules qu'elle me posait lorsque je lui ai dit que nous commencions par aller voir Jean Lassalle, Jacques Cheminade et ainsi de suite, que c'était parce que c'était d'eux que nous avions à apprendre et pas de ceux qui nous gouvernaient. Ce regard halluciné dit tout de la justesse de notre démarche. Et Jean Lassalle nous a accueillis très sympathiquement chez lui, je tiens à dire, dans sa famille, m'a donné des conseils. Jacques Cheminade, qui est une personne que j'ai découvert, j'avais rencontré pendant les Gilets jaunes, mais que j'ai découvert là, d'une intelligence extraordinaire, et qui a probablement été ridiculisée et marginalisée du fait de cette intelligence, a beaucoup nourri aussi notre travail de refonte programmatique, parce qu'il avait évidemment des propositions extraordinairement originales. Eh bien, toutes ces personnes-là, évidemment, nous sommes prêtes à travailler avec elles et à voir ensuite où ça nous mènera. J'ai entendu parler de Dominique de Villepin, que je connais intimement. Il lui appartiendra de se déterminer en ce qui concerne sa liberté à l'égard du système, et j'aurai à échanger avec lui à un moment ou un autre pour savoir s'il souhaite nous rejoindre ou pas. Et à partir de là, nous verrons ce que nous pourrons produire ou non, et dans quelle direction nous irons. J'essaie de réfléchir par rapport aux questions qui demeurent. Par exemple, sur la pénalisation des stupéfiants, ce n'est pas à moi de décider. Moi, je peux vous proposer une réforme à la portugaise, parce que je sais que ça réduit la consommation, le nombre de décès et les problèmes à la fois médicaux, de salubrité et de sécurité. Nous n'imposerons pas au peuple français notre regard sur ces questions. Nous lui proposerons de décider. Ce sont des questions qui sont trop fondamentales et qui engagent de façon trop massive le devenir de notre pays. Et par contre, notre fonction, c'est en amont
de nous préparer à ces discussions et de réfléchir à quelle serait, selon nous, à ce stade, la meilleure orientation. Et au sein du programme nouveau qu'on va vous proposer, on va tenter de distinguer ce qui est de l'ordre de l'impératif, c'est-à-dire tout ce qui permettrait, en gros, de rendre son pouvoir au peuple, de rendre à la France sa souveraineté, et ce qui a trait à des propositions qui seront par nature idéologiques, que ce soit sur les questions de mœurs, que ce soit sur les questions sociétales, que ce soit sur les questions politiques, au sens de gestion quotidienne de la cité. Et sur ces points-là, il ne faut pas que nous ayons à nous imposer. Nous n'avons pas imposé nos biais idéologiques à des gens qui sont plutôt de gauche, plutôt de droite, plutôt d'extrême droite, plutôt d'extrême gauche. Nous avons à leur permettre d'en débattre, de refaire sens ensemble et d'essayer de se trouver une orientation commune. Ça doit être ça notre objectif aujourd'hui. Et donc évidemment, pour ce faire, il faut qu'on fasse un travail de dépeçage et qu'on décide qu'est-ce qui est de l'ordre de l'impératif et qu'est-ce qui est de l'ordre non pas du contingent, mais de l'idéologique et donc du politique, au sens de ce que l'on ne fera pas. À partir de là, j'ai eu les idées qui ont été proposées et les réflexions qu'il y a à avoir sur la régulation des réseaux sociaux, sur les politiques monétaires. J'engage déjà à lire ce qui a déjà été produit, notamment dans la première proposition de programme, qui sont très détaillées. Ça nous permettra d'avancer à partir d'une base commune. C'est important qu'on fasse cet effort d'agglomération des savoirs, comme nous avons fait l'effort déjà de produire et de concaténer. Ensuite, sur la production d'un film et toute autre initiative, il faut en effet les proposer, mais il faut faire un effort de structuration de ces propositions, de dire je vais avoir besoin de temps moyen, ainsi de suite. Et enfin, ensuite, nous pourrons avancer. Voilà, je pense que j'ai donné un peu, j'ai pris un peu l'ensemble des choses sur la question des outils, des visualisations, de programmation et compagnie, tout ce qui peut être utile, y compris pour créer un site internet qui nous permette de sortir de la difficulté qui génère le Discord, qui évidemment n'est pas accessible par tous, eh bien sera bienvenue. Toute proposition qui consiste à démarrer d'autres plateformes alternatives, à les prendre en main, à les gérer, à les modérer, seront bienvenues et pourront être remontées. Il nous appartient vraiment, face à des structures monstrueuses qui disposent de millions d'euros pour faire la communication, bien au-delà de ce que la loi autorise en termes de dépenses de campagne, ainsi de suite, il nous appartient d'être véritablement souverain. Et pour être souverain, il faut qu'on se montre à la hauteur et qu'on se comporte en adulte, c'est-à-dire en gens responsables qui sont capables non pas seulement de demander, mais aussi de produire et de générer. Et à cette condition-là, très rapidement, notre idéal est lequel? C'est qu'on n'ait plus besoin de moi. Je parle à l'instant T, mais je parle aussi au moment où nous sortirons ces êtres du pouvoir. C'est qu'à ce moment-là, en fait, on ait des mouvements de société qui soient si dynamiques que ma place demeure marginale. Voilà, c'est l'objectif qui est le nôtre. Et j'aimerais peut-être vous entendre un temps avant de clore cette discussion qui m'apparaissait importante, en vous rappelant donc ruche noire, ruche blanche pour les questions de compétences dont on parlait, au-delà de la question démocratique pour ceux qui veulent immédiatement se montrer utiles, organisation de réunions sur les territoires pour immédiatement provoquer l'organisation d'événements divers, organiser aussi des événements par soi-même en nous demandant de l'aide pour le faire, pour les mettre en valeur, communiquer à leur regard, et pour évidemment inviter des personnes qui ne soient spécialistes de tel ou tel sujet, qui aient leur expérience à raconter. Enfin, mise en place de la structure de recueil de parrainage, en recensant les différentes mairies, en essayant de faire un travail aussi de recherche approfondie sur les sensibilités du corps électoral, les personnes qui sont susceptibles d'être le plus indépendantes, le plus à même de nous entendre, et ainsi de suite. Et à partir de là, la structuration avec des référents et ainsi de suite, dans la perspective de l'organisation d'une interruche qui nous permettra d'avancer et de commencer à se rencontrer aussi au niveau national. Voilà, mes oreilles sont toutes à vous. Alors, je vous laisse de nouveau prendre la parole. Vous pouvez demander encore, appuyer sur la petite main qui se trouve en bas à droite. Rebonsoir.
Je voulais juste revenir sur ma question. Alors, moi, j'ai suivi beaucoup Monsieur Branco quand il était déjà présent chez LFI. Et je voulais vraiment, c'est une question qui est très importante, la question que j'ai pu poser précédemment, qui était, voilà, qu'est-ce qui vous pousse personnellement, humainement, dans ce combat en tant qu'individu? C'est une question qui m'est très importante car j'ai une très très grande importance quand je vais suivre quelque chose comme un mouvement, comme j'ai pu le faire avant. C'est voilà, cette éthique qui va me pousser, que je serai là et je me donnerai toujours corps et âme à ce genre de choses. Mais j'ai besoin surtout de cette chose, ce qui vous pousse humainement, vous-même, à faire tout cela. Voilà. Et je pense que voilà, beaucoup de gens, même ma femme, moi-même, qui est portugaise, vous suit aussi. Et c'est très important pour nous d'avoir voilà, avoir quelqu'un qui a cette éthique, cette réponse qui vient souvent dans mon entourage quand je parle de vous-même et de ce que vous avez pu faire. Et pour les convaincre et de leur communiquer qu'est-ce qu'est les mouvements, voilà, de Manco, à quoi on travaille. Voilà. Donc, je voulais juste avoir un peu plus de précision sur ce côté humain et sur votre personnalité par rapport à ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vous laisse descendre. Ah, c'est parfait. Vous pouvez demander la parole si vous voulez poser une question. Je suis désolé si j'ai loupé beaucoup d'épisodes, je prends le train en marche. Et j'aimerais qu'on me clarifie parce que j'entends des choses qui sont à la fois magnifiques et à la fois j'ai l'impression des fois des contresens. Et du coup, effectivement, ça part dans tous les sens, c'est très intéressant, mais ça manque de structure peut-être. Pouvez-vous m'aider à clarifier, formuler plus clairement par exemple, ou plus fermement, ce que vous entendez par les choses dont nous ne voulons pas, Juan Branco, parce que je pense qu'on en a, Super. on en a tous des choses dont on ne veut pas effectivement, et on a besoin de savoir qu'elles sont communes ou pas avant de s'engager complètement. Merci beaucoup pour votre question. Je vous laisse fermer votre micro. L'homme L'homme libre. Vous devez préciser par exemple dans un sens, parce que c'est très très large. S'il y a des sens qui Ah, peuvent être excusez-moi. très intéressants, ça serait par exemple, j'entends beaucoup rendre le pouvoir au peuple. Et en fait, ce que vous voulez, c'est même pas restructurer la Ve République, c'est amener à une nouvelle structuration complètement depuis zéro. Voilà, merci, je me tais. L'homme libre, c'est à vous. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir Juan Branco. Merci pour votre intervention très intéressante comme d'habitude. C'est pas vraiment une question que je voudrais poser. Je voudrais mettre le doigt sur l'enfance en fait et sur le fait que notre société, dans un rapport eschatologique, effectivement, subit beaucoup de pression et de choses négatives. Et la première victime de tout ce qui se passe, ce sont les enfants et les gens fragiles, etc. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses à faire et à dire, et j'aimerais savoir si vous comptiez mettre l'accent sur ce combat-là, parce que ça me semble être fondamental, étant donné que les enfants, c'est l'avenir. Et puis entre les obligations vaccinales et la pédophilie et compagnie, il y a beaucoup de choses qu'il faut que nos enfants sont en danger, et c'est le symptôme même de la gravité de la situation. Donc je pense que c'est un point majeur, et je pense que ça peut être un point de ralliement pour beaucoup de gens, parce que il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent pour leurs enfants. Voilà, et je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment mettre en avant. Donc voilà, bon, ce que je voulais dire. Je vous remercie. Bonne soirée. Bonne soirée, l'homme libre. Jérémy, je vous laisse ouvrir votre micro. Oui, bonsoir à tous. Merci de me donner la parole. Bonsoir. Je suis tout nouveau et moi j'avais une question plus liée à la stratégie. J'ai fait partie, j'étais l'un des fondateurs du mouvement constituant populaire. J'étais très impliqué dans l'aspect stratégique. Et de ce que j'ai vu un peu du fonctionnement là des ruches, je me demande si ce serait peut-être pas une bonne idée de mettre de l'huile dans les rouages de l'organisation en des coordinateurs locaux sans qu'ils aient de pouvoir particulier. Et au-delà de l'aspect organisationnel aussi, dans un objectif stratégique de toucher les médias traditionnels, ça donne beaucoup plus d'ampleur de faire des actions qui sont simultanées que des actions un peu éparses et qui sont de nature différente. Un petit regard là-dessus. Merci. Merci beaucoup.
Romy, je vous laisse ouvrir votre micro. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Je voulais parler du même sujet que l'homme libre qui a parlé juste avant moi. C'est la question de la voix des enfants et de la voix des femmes. Moi, c'est une révolution dont je rêve depuis que je suis enfant. On ne pourra pas faire de révolution en France sans qu'on on donne une place cruciale aux femmes et aux enfants comme un contre-pouvoir. Et voilà, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup dans ce Discord. Alors après, je suis nouvelle ici, hein, j'apprendrai à connaître un peu les différents débats. Mais voilà, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup et c'est forcément une question qui viendra un moment. Et je me dis qu'on peut sûrement, ce mouvement peut sûrement parler à beaucoup de mouvements qui ont émergé récemment sur cette question-là, des enfants surtout. Voilà. Merci. Je vous en prie. Romain, c'est à vous. Bonsoir Ina, bonsoir Juan, bonsoir à tous. Bonsoir. Juan, j'aurais voulu avoir un petit peu plus d'éclaircissement sur la forme institutionnelle que prendrait le projet si aboutissement absolu, c'est-à-dire élection. Je t'avais fait parvenir tout début janvier un espèce de petit schéma là, de 6ème République, mais je crois que le terme 6ème République déplaît à beaucoup. En fait, voilà, j'aimerais simplement savoir quelle forme institutionnelle pour après, tout simplement parce que j'aimerais qu'on mette un mot dessus ou un terme dessus pour pouvoir communiquer dessus, parce que je pense que c'est ce qui sera le point vraiment de ralliement. C'est l'idée de basculer dans un nouveau système démocratique. Et donc, je pense que c'est important de le nommer pour pouvoir derrière communiquer essentiellement à travers cet axe-là, ce prisme-là. Voilà, merci. Merci, Romain. Loara, vous pouvez prendre la parole. Loara, vous nous entendez? Vous pouvez prendre la parole. Il me semble que vous avez un petit problème de micro. Mub, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Mub, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? On va prendre quelqu'un d'autre. Hervé, vous pouvez prendre la parole. Oui, c'était une question pour Juan Branco, bien sûr. Il me semble qu'il n'a pas répondu à la question de la monnaie libre, la June, qui a été posée par un auditeur précédent. Alors, je pense qu'il a oublié ou j'ai raté quelque chose. Voilà, c'était tout. Merci pour votre intervention. Je vous laisse redescendre. Samantha, je vous laisse ouvrir votre micro. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. J'ai une question assez simple pour Rohan. Je l'ai entendu dans une interview il y a quelques semaines et sur la question de la peine de mort, je trouvais que son discours n'était pas très clair. Donc j'aimerais bien qu'il puisse éclaircir ce point si possible. Voilà, merci. Je vous en prie. Mub, je vous laisse ouvrir votre micro. Toujours pas? Alors Benoît, je vous laisse ouvrir votre micro. Oui, rebonsoir. J'ai entendu parler de cause commune, j'ai entendu parler d'Étienne Chouard aussi. Je suis ami avec Étienne. Et
c'est vrai que tous les sujets sont super importants, que ce soit les enfants, que ce soit les violences faites aux femmes, que ce soit le vivant, l'écologie, les questions géopolitiques et puis les questions qui ont tout autour du pouvoir. Et donc, dans la structure, je souhaiterais que Juan puisse préciser la nouvelle architecture de gouvernance, une question qui a déjà été posée. Est-ce qu'on va repartir sur un régime présidentiel ou parlementaire ou un régime qui va mélanger les deux? Ou est-ce qu'on aura un régime où les citoyens auront réellement le droit d'intervention directe dans la vie politique et puis surtout la maîtrise de la Constitution en tout temps et de manière autonome afin de mettre un cadre à l'ensemble des pouvoirs et afin d'avoir un système qui soit plus vertueux, bien entendu, en tenant compte de tous les pouvoirs d'influence et donc qui est dans les procédures, dans les modalités, un cadre sur le pouvoir médiatique, le pouvoir numérique, avant les prises de décision collectives du peuple. Donc, ce sont des travaux qui sont déjà qui ont été travaillés par tout un tas de citoyens et notamment par les Gilets jaunes. D'ailleurs, c'est comme ça que le RIC a évolué grâce aux Gilets jaunes. Et donc, j'aimerais bien que Juan précise quel est le projet de société, le nouveau régime de gouvernance qui est futur et est-ce qu'il serait possible d'avoir vraiment des précisions sur les étapes, les modalités des outils d'exercice de la souveraineté populaire? Voilà. Merci Benoît. On va réessayer avec Mub. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Oui, pardon, je suis là. Parfait. Désolé pour ma voix, ici c'est l'harmattan et donc j'ai une petite enrouement. Trois choses et un préambule très rapide. Je souscris à 100% à ce qu'a dit M. Branco. Il faut fédérer des présences, c'est ça qui compte. Moi, je suis loin, je peux pas, je passe forcément par le numérique. Mais si je pouvais être en France, ce qui m'intéresserait, c'est d'être avec des gens. Et c'est ça qui me paraît fondamental. Et j'ai un peu peur que le mouvement souffre d'une hypertrophie numérique. On me parle de code, de QR code, etc. Je pense que l'essentiel, c'est d'être présent et de se parler les yeux dans les yeux. Et plusieurs fois dans des interventions, j'ai dit que pour moi, le symbole, c'est de prendre une chaise, de la poser à chaque fois qu'on croise quelqu'un et de lui dire « tu as une colère à exprimer, vas-y, je t'écoute ». Et de là, ensuite, l'entraîner vers nos rues. Mais évidemment, là où je suis, je ne peux pas le faire. Après, 3 points qui me paraissent importants, on va passer de haut en bas, puisqu'il faut bien mettre à un moment ou un autre sur la scène publique des points saillants. Je pense que le financement public intégral de la vie politique est une chose dont on peut se servir dans les campagnes qui vont venir pour exercer une pression et se faire connaître sur l'ensemble des acteurs politiques et des citoyens d'ailleurs. Ensuite, il y a un champ que l'on déserde totalement et qui pour moi me paraît essentiel, en particulier dans la perspective d'une insurrection, c'est l'entreprise. Il faut qu'on puisse rentrer dans les entreprises, il faut qu'on existe dans les entreprises. Moi, je travaille abondamment sur la question du financement de la grève et parfois on me prend de haut, mais je dirais simplement 2 choses. La première, c'est que le patronat, lui, finance le risque de grève puisqu'il l'assure. Ça, c'est le premier point qui me paraît essentiel. Et il y a un certain nombre de syndicats, la CFDT, qui disposent de 100 à 150 millions en permanence pour souscrire et soutenir des grèves et qui ne le fait finalement jamais. Donc ça, c'est un enjeu majeur sur lequel on pourrait travailler. Et le dernier point qui me paraît essentiel aussi, c'est qu'on ne déstabilise pas un système si on ne produit pas de l'incertitude dans ce système. Pour le déstabiliser, il faut effectivement le faire douter. C'est un peu toutes les stratégies de désobéissance civile dans les dictatures réelles, c'est-à-dire celles qui tirent à balles réelles et non pas avec des morceaux de caoutchouc. Et je pense que là, on a quelque chose à faire. Essayer dans ce qui constitue la sphère du pouvoir de générer de l'incertitude. Et on parlait tout à l'heure des maires qui vont changer dans un an, 2026. On peut exercer une pression sur eux, une pression électorale. C'est-à-dire que s'ils ne veulent pas nous donner ce parrainage, ben on ne va pas voter pour eux. Alors, dans un petit village, si on est 20 ou 25 et que ce maire, il est assuré qu'à chaque fois, on va venir le tanner avec cette histoire de parrainage, etc., et qu'il n'aura pas nos voix, peut-être qu'un certain nombre vont prendre l'engagement et nous donner ces signatures dont nos candidats auront besoin.
Voilà, j'en ai fini, merci. Désolé vraiment pour ma voix qui doit être horrible. Ne vous en faites pas. Merci beaucoup pour votre intervention. Hippodrome, on peut... Oh, pardon, excuse-moi. Hippodrome, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Alors, j'ai 2 remarques, 2 questions. J'ai cru entendre parler de ruche blanche et de ruche noire, et je ne pense pas avoir vu cette notion développée quelque part. Donc, si c'est possible de définir, d'écrire ce que c'est. Donc voilà, ruche blanche, ruche noire, je suis très curieux de savoir ce que c'est. Et enfin, exprimer la nécessité d'éducation populaire dans ce Discord, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont médiocre et j'en fais partie. Je suis pas du tout expert dans beaucoup de questions, mis à part sur un tout petit domaine professionnel. Et il y a cette nécessité de... Alors on a déjà un moment de parole libre où les gens lâchent ce qu'ils ont sur le cœur, disent ce qu'ils veulent, même si c'est maladroit et même si c'est pas expert. Et je pense que en parallèle, et d'ailleurs ça commence déjà à générer un peu cette frustration d'apprendre sur des sujets durs, mais aussi d'apprendre de l'autre. Voilà, merci. Merci beaucoup. Malheureusement, on ne pourra pas poser d'autres questions. Il faut que Monsieur Branco réponde. Merci à tous. Bon, ce qui est important de souligner, c'est que on a réussi à faire tellement peur avec le début de ce mouvement, aux forces en présence, que beaucoup ont commencé à me comparer à Emmanuel Macron sur les réseaux, en pensant qu'on était en train d'être propulsé par des forces oligarchiques. Il aurait suffi de se connecter à ce Discord pour se rendre compte que tout était le fruit d'efforts de citoyens qui avaient décidé de se réunir ensemble, mais qui ont suffisamment de talent et de puissance pour en fait faire autant ou mieux que les meilleures agences de communication au monde et les structures les plus puissantes de la Terre. Et donc je pense que il faut qu'on garde à l'esprit cette dynamique-là et cette idée-là. C'est-à-dire qu'on a une force qui est pas forcément celle du nombre, qui est en fait celle de l'intelligence qu'on a mis en commun à travers cette plateforme et à travers toutes celles qu'on va utiliser à l'avenir, et qui, à travers une figure comme la mienne et tout le travail qu'on est en train de mener, peut vraiment provoquer des bascules fondamentales au sein de cette société. Sur la question des ruches blanches et noires, elles vont apparaître à gauche normalement. Je laisserai Ina répondre pour finir. Sur la question de l'importance des enfants, des femmes, on a créé un groupe de travail sur la condition féminine qui a commencé à produire ses premiers résultats sur ce groupe, parce qu'en effet, c'est une question fondamentale sur laquelle les forces que l'on dit progressistes et que leurs ennemis disent wokistes, et à l'inverse, que les forces conservatrices et que leurs ennemis disent fascistes, utilisent comme des points de clivage artificiels, alors même qu'on est un enjeu fondamental civilisationnel qui est celui de la condition humaine tout court, qui est celui de savoir qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui en une situation où, dans l'égalisation des conditions que l'on ambitionne, on est en train de générer avant tout une exploitation croissante et des tensions croissantes pour chacun, avec du coup évidemment une baisse non seulement du désir, mais aussi de la procréation, du nombre d'enfants, et ainsi de suite. Et donc en fait, une menace existentielle pour nos sociétés, pour notre civilisation. C'est des questions qui sont au cœur de notre réflexion et qu'on va réussir à saisir parce que, contrairement à eux, on n'est pris par aucun système de fidélité, d'engagement. J'ai entendu parler des syndicats tout à l'heure avec le droit de la grève et la question du travail à ce sujet. La gauche ne peut pas réfléchir à ces questions parce que la gauche a besoin des forces syndicales existantes qui constituent quasiment son seul socle militant aujourd'hui, qui est un socle militant finalement artificiel parce que le taux de participation aux élections syndicales est quasiment, j'allais dire quasiment nul, il est extraordinairement faible, et ils en tirent des bénéfices, des subventions, des postes payés au sein des institutions et ainsi de suite, massifs, qui leur permettent artificiellement de continuer à peser sur les débats de la société. Nous, on a cette liberté de ne dépendre de personne et d'avoir rappelé quand les Gilets jaunes s'étaient mobilisés que les syndicats n'étaient pas là et qu'ils nous ont laissé nous canarder parce que ça n'était pas dans leur intérêt de prendre ce risque à ce moment-là, de provoquer une bascule. Les questions sur, encore une fois, la monnaie libre, la politique monétaire, les institutions, je vous invite, je vous incite et je vous demande
vous qui êtes l'avant-garde, vous qui êtes ceux qui êtes destinés, qui avez choisi cette destinée qui va consister à porter cette parole, à l'amener auprès des vôtres, pour essayer de les évangéliser, pour essayer de les convaincre de la nécessité de s'engager pour cette rupture. Prenez le temps de nous lire. Prenez le temps de nous entendre. Prenez le temps d'aller chercher au moins des informations de base sur ce que l'on propose, notamment sur ce qui deviendra institutionnellement la France de l'après. On a écrit 3 livres sur ce sujet. Abattre l'ennemi, coup d'État et comment fabriquer une guillotine. 2 de ces 3 livres sont en libre accès. Le 3e, la partie programmatique du 3e, donc celle qui décrit l'institution, est en libre accès. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous ne le faites pas ou si vous n'arrivez pas à le faire, dites-moi ce qui fait, quel est notre échec à nous, qui fait que vous n'avez jamais vu ce contenu. Dites-moi qu'est-ce qu'on doit faire de plus pour s'assurer que vous soyez en mesure de vous approprier ce travail qui nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et qui a pris beaucoup de temps et beaucoup d'efforts à tous ceux qui nous ont permis de le faire. Parce qu'évidemment, rien ne naît de rien. C'est une sorte de transmission que l'on met en place très modestement depuis des années. Chacun, l'un après l'autre, on se passe le bâton et à chaque fois, on essaye d'améliorer cette situation. En quelques mots, dès qu'on arrive au pouvoir, on le rend. C'est-à-dire qu'on fait un référendum qui va nous permettre d'imposer le RIC, qui va nous permettre d'imposer le mandat impératif et révocatoire selon des modalités qui vont être préparées et discutées avec l'aide notamment des ateliers constituants qui sont déjà en place et qui sont déjà en train de générer ici et ça va être annoncé très bientôt, qui vont prendre leur place dans le Discord. Et à partir de ce travail de technique institutionnelle, on va détailler cette offre. Mais l'idée générale est laquelle? Et que tout de suite, on met en place un système qui permette d'intervenir directement dans les affaires de l'État et cesser d'en faire l'affaire de quelques-uns. Et ensuite, la proposition institutionnelle détaillée, qui a fait l'objet d'une première proposition de ma part, va être reprise maintenant avec les amendements que vous avez produits sur les groupes, des sous-groupes du Discord, et qui vont nous permettre derrière de le renforcer, de l'ajuster, de vous le reproposer pour qu'à nouveau, vous puissiez nous dire non, ça va pas, ça va pas, pour qu'à nouveau on puisse l'amender, pour qu'à nouveau d'autres personnes puissent le regarder et à travers ces itérations, on finisse par avoir quelque chose de suffisamment finement préparé pour permettre à la France de retrouver son équilibre institutionnel et d'être gouvernée. Voilà en quelques mots la réponse que je peux vous offrir. Et c'est là où en fait un des objectifs que je peux vous donner, c'est de vous saisir, vous qui avez fait ce travail d'appropriation, qui avez fait ce travail de compréhension, essayez d'en faire votre matière et de la restituer à votre façon. C'est un exercice qui consiste à dire, bon, je crois avoir compris ceci, cela, je vais essayer de le dire, je vais essayer de l'écrire sur les réseaux sociaux, dans une vidéo et compagnie, je vais la partager, et je vais demander à d'autres ce qu'ils en pensent, si ça correspond bien à ce qu'ils espéraient, et peu à peu comme ça, ensuite, on va réussir à nourrir une dynamique collective. Et enfin, dernier point, parmi les éléments importants à traiter dans la ruche, et on va en finir sur cela, n'oubliez jamais qui est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous auriez aimé être, qu'est-ce que vous rêviez de rêver être, et qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que celui qui sera vous demain puisse l'être. C'est ça notre ligne politique cardinale, partir du désir, de l'affect individuel, et le collectiviser, le politiser. Voilà. Et avec cette méthode, en fait, on va continuer à générer une richesse extraordinaire que vous nous avez déjà offerte, parce que je peux vous dire qu'il y a, on a lu des programmes de beaucoup de forces politiques et autres pour essayer de... Et il n'y en avait aucune qui proposait la richesse qui est la nôtre. Donc déjà, ayons cette fierté avec nous, ayons la fierté d'être déjà le nombre que nous sommes, d'avoir les talents qui sont les nôtres, l'expérience qui est la nôtre, y compris lorsque l'on pense que l'on n'en a aucun, et d'avoir réussi à générer déjà cette première phase. Et soyons patients aussi avec nous-mêmes. Le monde est suffisamment violent pour que on commence à tout de suite monter dans les tours les uns envers les autres et à faire montre d'une forme d'insatisfaction, de frustration. On a 2 ans et demi. 2 ans et demi, c'est très long. Et il faut qu'on arrive, il faut que le fruit qui arrive à terme soit mûr, ni trop vert, ni ayant commencé à pourrir. La dynamique politique, c'est une dynamique vitale, de façon générale. Le monde est
Et les sociétés humaines n'y échappent pas et régissent par des règles universelles. Et parmi ces règles universelles, le fait que rien n'est autre qu'une évanescence. Rien n'est éternel et il faut l'accepter. Ça fait partie d'ailleurs du travail de croissance humaine et spirituelle qui consiste à dire qu'il n'y a pas de perfection, il n'y a pas d'éternité et la beauté et le sublime sont un instant dans nos vies. Donc travaillons à l'atteindre et acceptons le fait qu'il ne durera que le temps de notre propre beauté. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous remercie d'avoir participé, d'avoir pris le temps de vous faire entendre, de me faire entendre vos questions. Je regrette qu'il y ait eu paradoxalement tant de questions et moins de remarques et peut-être d'imprécations. C'est-à-dire que je tiens à votre regard, je tiens à votre parole, je tiens à votre individualité, je tiens à vous entendre et à ce que vous affirmiez, parce que c'est vous qui serez demain les piliers de ce monde et évidemment par ricochet de ce mouvement. Donc c'est de vous dont on a besoin et c'est de vous dont j'ai besoin à la fois de l'énergie, de l'intelligence, de l'expérience pour pouvoir continuer à la restituer comme je le fais depuis des années. Ma fonction d'avocat m'a appris une humilité extraordinaire qui consiste à n'exister qu'à travers les autres. Wikileaks, les Gilets jaunes, le peuple sénégalais, tout ça c'est ce que vous avez connu. Il y a 1000 autres personnes qui m'ont nourri de leurs reflets, de leur vie, de leurs brisures, de leur lâcheté parfois, de leur laideur, et qui m'ont permis de devenir cet homme. Et je pense que cette dynamique-là, que l'on cherche à construire, vise à restituer ce que vous m'avez donné, ce que j'ai eu à porter parfois, et en distribuant ce fardeau, ce savoir, cette expérience, essayer de faire renaître quelque chose qui puisse servir à la collectivité. Donc il faut absolument qu'on soit dans ce miroitement et dans ce reflet collectif. Je vous embrasse très fort et encore une fois, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre intervention. Concernant du coup les ruches noires et blanches, je vais vous apporter quelques clarifications. Dans les prochaines heures, on va pouvoir tout remettre à l'écrit pour vous expliquer. Alors, il y a pas mal de personnes qui nous envoient des DM pour se demander comment est-ce qu'ils pourraient faire pour organiser une conférence ou à qui s'adresser. Du coup, on aura la ruche blanche qui va vous permettre de pouvoir mettre dans organisation de conférence le lieu et votre proposition pour que quelqu'un vienne directement vous contacter, donc quelqu'un qui fait partie de l'équipe, du staff, pour mettre en place cette conférence. Vous allez aussi pouvoir organiser des événements populaires comme des soupes populaires. Maintenant, dans la ruche noire, c'est plutôt une ruche administrative où on va réfléchir ensemble à comment récolter des fonds, à trouver des imprimeurs ou faire nos tracts. Donc, ça va être ça. On va tous vous lire, on vous laisse faire des propositions et comme je vous dis, dans les prochaines heures, on va tout remettre à l'écrit dans un post pour vous expliquer. Donc, j'espère que vous allez être nombreux à participer. J'ai pu entendre que certaines personnes ne se sentaient pas à leur place ou du moins avaient du mal à participer. J'espère que vous allez pouvoir participer à travers ça parce qu'on a besoin de vous. Il y a eu quelques soucis de modération. Déborah, qui est la modératrice, a fait une annonce à ce sujet. Je ne sais pas si Déborah veut prendre la parole parce que prochainement, on lancera des recrutements pour une équipe d'helpers, donc des personnes qui vont modérer. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.